Après quelques mois d'attente suite à la première vague, nous lançons notre programmation de séminaire pour cet automne. Donc, on commence en grande avec Catherine Gervais et Simon Roy-Lessard, donc directeur adjoint, et Catherine Gervais, chef de service, qui vont nous entretenir sur la question des centres d'opérationnalisation des coûts par parcours de soins et services. Donc, un sujet qui semble fort convoité dans la mesure où il y a 300 personnes d'inscrits aujourd'hui pour ce séminaire. Donc, naturellement, le séminaire devait avoir lieu au printemps et a été reporté là, à cause de ce que vous savez, donc à cause de la crise sanitaire. Donc, on est très content de pouvoir compter sur eux cet automne pour lancer notre programmation. Donc, l'idée de ce séminaire est de pouvoir vous parler de cette plateforme, de cette façon de faire en matière de parcours de soins, comment donc réussir à mesurer et à opérationnaliser ces coûts de façon à mieux comprendre ce que ça représente pour chacun des parcours. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur cette question. Donc, on vous demanderait de fermer votre micro pendant la présentation de façon à ce qu'on puisse bien comprendre les conférenciers qui vont nous adresser la parole aujourd'hui. Il va y avoir également une période de questions comme à l'habitude. Donc, ceux qui ont des questions vont les poser à la suite de la présentation. Ariane va prendre donc le contrôle de la dynamique de la période de questions pour vous assurer de pouvoir exprimer l'ensemble de vos commentaires, de vos questionnements pour les conférenciers, de manière à ce qu'on puisse avoir là, un échange le plus dynamique possible, malgré l'absence de présentiel pour cette première tentative séminaire situation COVID. Donc, on essaie de voir comment ça va fonctionner. De toute façon, à distance, on en faisait déjà beaucoup. Donc, la plupart des participants ont toujours fonctionné à distance. Mais pour l'instant, c'est la première fois qu'on le fait à 100% à distance. Le séminaire est enregistré, donc tous ceux qui n'ont pas la chance de l'écouter peuvent le voir sur YouTube ou sur notre site web. Donc, juste pour aviser les gens que vos questions seront donc enregistrées. Donc, c'est important que vous puissiez le savoir à ce moment-ci. Donc, je céderai la parole à Catherine et Simon et je vous souhaite un bon séminaire pour le premier séminaire d'automne du Pôle Santé. Merci. Merci beaucoup, M. Chenevert, c'est très apprécié. Donc, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que Catherine Gervais et moi-même sommes présents aujourd'hui pour vous parler du coût par parcours de soins et services, le CPSS. Notre présentation va se découper en 4 grandes sections. Nous allons débuter avec une courte présentation du COCPSS, le Centre d'opérationnalisation du coût par parcours de soins et services. Nous allons ensuite préciser la portée du CPSS avant de décrire les étapes de production du coût par parcours de soins. Nous terminerons ensuite en discutant du potentiel et des défis associés à l'exploitation des résultats de coûts et l'adoption d'une perspective par parcours ou par trajectoire de soins et services. Pour faire une brève mise en contexte, le CPSS est catégorisé comme un actif provincial confié, c'est-à-dire un système d'information acquis et déployé provincialement et dont la gestion est déléguée à un établissement du réseau de la santé. L'établissement en question a la responsabilité de bâtir une équipe nommée Centre d'opérationnalisation, le CO, et dont le mandat est d'assurer le maintien de l'expertise, le soutien à l'exploitation et l'évolution de la solution dans le temps en fonction de l'évolution des besoins du réseau de la santé. Dans le contexte qui nous concerne actuellement, le centre d'opérationnalisation du CPSS est porté par le CHUM, sous la gouverne de M. Jocelyn Boucher, qui est directeur général adjoint aux affaires administratives de l'établissement, et par la direction responsable au ministère de la Santé et des Services sociaux, la direction des politiques de financement et de l'allocation des ressources sous la direction de M. Normand Lantagne. Pour vous parler brièvement du COCPSS, l'équipe est formée de 4 grands pôles d'expertise qui nous permettent d'accomplir l'ensemble des mandats qui nous sont confiés. Vous pouvez voir à gauche l'équipe d'intégration qui est formée d'analystes en informatique qui ont le mandat de développer et déployer les interfaces qui permettent d'extraire l'information des bases de données des systèmes sources qui permettent d'alimenter le CPSS. Vous pouvez voir au centre ici l'équipe d'analyse de coûts qui sont nos super utilisateurs de la solution PPM et qui sont également nos experts de la méthodologie de calcul de coûts.
Sur la droite, vous voyez l'équipe d'analystes en performance qui sont responsables de l'exploitation des bases de données et des méthodologies d'exploitation des résultats de coûts. Et finalement, pour terminer, l'équipe qui est responsable de l'animation de la communauté de pratique qui vise à créer une synergie dans l'ensemble du réseau de la santé et de faire en sorte que les équipes CPSS qui sont responsables de l'exploitation de l'application localement dans les établissements ont une communauté pour échanger entre eux et s'assurer qu'on n'a pas des silos où les gens ont à réinventer la roue de chacun de leur côté puis qu'on met en commun les forces et l'expertise de l'ensemble du réseau dans l'évolution de cette initiative. Et finalement, il y a aussi également 3 cadres, une équipe de gestion composée de 3 personnes qui aident à la gestion de l'équipe. Rapidement, le déploiement de la solution s'est effectué dans le cadre d'un projet qui a débuté en 2017 et qui s'est échelonné sur une période de 3 ans pour se terminer en mai dernier. Chaque établissement a une équipe qui est responsable de l'exploitation de la solution au niveau local et également d'exploiter la base de données qui contient l'ensemble de l'information clinique au niveau des soins et services et également des résultats de coûts. Cette équipe-là, comme je le disais, pilote l'application comme telle, donc s'assure que l'ensemble des soins et services ont un coût unitaire qui lui est associé et qui permet de répartir une certaine proportion des dépenses du budget de fonctionnement de l'établissement dans une approche de coût par activité, donc le ABC, le Activity Based Costing, comme c'est appelé en anglais. Dans le CPSS, pour vous donner un petit peu le contexte de ce qui est dans le carré de sable du CPSS, les inclusions sont au niveau de la rémunération du personnel, la rémunération des gestionnaires, l'ensemble des dépenses au niveau des équipements, du matériel, des produits sanguins, des médicaments, les implants et fournitures médicales qui sont utilisés dans la prestation des soins et des services aux patients et sont exclus du périmètre financier les coûts d'immobilisation, la rémunération médicale des médecins, les dépenses dans les groupes de médecine familiale, les cliniques partenaires, les organismes communautaires et également les dépenses de médicaments qui sont achetés dans les pharmacies communautaires, donc qui peuvent être payés par des assurances privées ou publiques, donc les médicaments qui ne sont pas donnés par les pharmacies d'établissements comme tels. Les résultats de coûts permettent de calculer des coûts unitaires des services. Donc, chacun des soins et services qui sont donnés à un patient, donc par exemple les analyses de laboratoire, l'administration de médicaments, une chirurgie de la hanche par exemple, une consultation en ergothérapie, un examen d'imagerie médicale. Alors, chacun de ces services-là a maintenant un coût unitaire qui est disponible, qui sont reconstitués dans un épisode de soins qui, lui, regroupe l'ensemble des services qui sont donnés entre le moment où l'usager entre dans une installation et quitte et jusqu'au moment où il en sort, au moment où il quitte l'installation comme telle. Alors, on a un coût par service, on a un coût par épisode de soins qui vient faire la sommation de l'ensemble des services. Et finalement, il y a une perspective qui est très intéressante, c'est d'analyser ça dans une logique de trajectoire, donc la somme de plusieurs épisodes de soins qui permet d'avoir une perspective longitudinale beaucoup plus grande dans la prise en charge de la maladie d'un patient. C'est des éléments que Catherine va présenter plus en détail plus loin dans la présentation. Dans la portée du CPSS, on vient reconstituer les épisodes de soins et les résultats de coûts, peu importe l'installation où a été donné le service dans un établissement. Donc, le service soit donné à domicile, en CHSLD, dans un CLSC, dans un centre hospitalier, dans un centre de réadaptation. On vient calculer l'ensemble des dépenses ou des ressources qui sont allouées à la prise en charge du patient. Et ça, peu importe le programme, que ce soit en santé physique, en soutien à l'autonomie des personnes âgées, au niveau de la prise en charge des dépendances, les jeunes en difficulté, la déficience physique, déficience intellectuelle et les troubles du spectre de l'autisme, mieux connus sous le nom avec l'acronyme DITSA. Finalement, dans la mécanique d'accès aux données, pour que vous compreniez un petit peu comment la magie s'opère derrière la CPSS, comment on fait pour attirer l'information des bases de données pour les amener jusqu'éventuellement dans un portail provincial qui permet des comparaisons de coûts entre les établissements. Je vais vous parler dans les grandes lignes de la mécanique un peu du traitement de l'information et du cycle de vie de la donnée. Alors, évidemment, la source d'information sont les bases de données des systèmes clinico-administratifs en utilisation dans le réseau de la santé par les établissements. On utilise un engin d'intégration qui s'appelle MERT, qui permet de faire le traitement de l'information et de préparer des fichiers qui sont par la suite chargés dans l'application PPM, qui, elle, est utilisée pour faire la reconstitution des épisodes de soins et le calcul de coûts par usager, par service, par épisode.
L'application PPM génère une base de données qui est stockée localement dans l'établissement et qui permet, elle, d'être exploitée pour multiples besoins. Cette base de données-là est transférée vers une base de données provinciale qui, elle, regroupe l'ensemble des informations de chacun des établissements et permet d'alimenter un portail provincial qui permet aux utilisateurs de faire des comparaisons entre les établissements sur les résultats de coûts avec différents indicateurs ou différentes modalités de découpage des données qui permettent d'aller chercher, de préciser l'analyse sur certains volets, par exemple en comparant des groupes de patients par DRG, par exemple. Donc, sans trop m'attarder sur cette mécanique-là, ça vous donne un petit peu la logique là, du chemin de la donnée qui part des bases de données locales, éventuellement jusqu'à une base de données provinciale et le portail provincial qui est disponible pour les utilisateurs en établissement. Je cède pour la prochaine diapositive et les suivantes la parole à Catherine Gervais qui va vous parler de la sécurité de l'actif, de la façon dont c'est géré à travers le projet et l'exploitation du CPSS. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, pour faire la suite de la présentation, là, je voulais vous parler quelques secondes de la sécurité des actifs CPSS. On le voit dans l'actualité, la sécurité de l'information, c'est très important. Des données aussi sensibles que celles du CPSS, l'est encore plus. Pour le faire, dans les différents actifs, on utilise dans ce projet-là la logique qui s'appelle le cadre des failles safe. Ça se traduit très mal, mais on pense à des coffres-forts. Et dans le fond, ce cadre-là, ce qui nous invite, c'est à nous dire, c'est que c'est un ensemble de mesures qui permettent de garantir ou de maintenir la sécurité d'un actif. On pense à des utilisateurs qui comprennent les limites, les normes et les bonnes pratiques. Les données qui sont extraites, qui apportent systématiquement de la valeur. On ne va pas dans la pêche, dans des actifs comme ça, à la pêche. On veut avoir un plan et extraire seulement les données dont on a besoin. On veut aussi que le risque de réidentification soit minimisé, puis ça, selon l'actif, on a mis en place là, différentes stratégies pour y arriver. Évidemment, les paramètres de sécurité sont adaptés à la sensibilisation et aussi il y a des balises qui sont mises en place pour encadrer la diffusion de l'information. C'est ces ensembles de stratégies-là qui permettent de maintenir nos actifs en sécurité et les données de l'ensemble des usagers des établissements aussi. Le premier élément que je veux vous parler, c'est en termes de résultats, c'est que notre objectif, c'est de mettre en valeur les résultats de coûts. Proprement dit, ce système-là, le CPSS, c'est beaucoup une mise à jour qui est annuelle. Ce qui veut dire, c'est qu'à chaque année, il y a une équipe en établissement qui travaille extrêmement fort, qui produit les résultats de coûts, puis qu'ensuite, l'établissement peut mettre à jour sa base de données, mais aussi alimenter la base de données provinciale et le portail. Là, c'est sûr que le COVID a compliqué un peu les choses parce que ces équipes-là sont aussi mobilisées dans l'effort au niveau du COVID-19, mais à l'heure actuelle, d'ici le 31 mars 2021, la majorité des établissements devraient avoir accès aux données au coût du parcours de soins pour chacun de leurs usagers pour les années 2016 à 2017 à 2019-2020. Aussi, comme je vous le dis, ce travail-là est important pour ces équipes-là. Ça s'ajoute au cycle budgétaire et de reddition de comptes qu'elles ont à faire. Alors, je leur lève mon chapeau parce que c'est vraiment du beau travail qui a été fait. Aussi, ces actifs-là ne sont pas encore à maturité. C'est assez nouveau. Il y a beaucoup d'efforts de validation qui sont faits à plusieurs niveaux, tant dans les équipes qu'au ministère de la Santé. Puis, tout le monde travaille vraiment en collaboration pour amener ce changement de paradigme-là, puis nous permettre de parler de parcours et non plus d'activité comme telle. Cette diapo-là, je vais vous la mentionner juste pour vous dire que les données que vous allez voir dans les prochaines diapos, c'est des données qui sont des coûts par épisode. On l'a vu avec Simon, un épisode, au sens PPM du terme, ça regroupe les services reçus entre les moments où un usager entre et sort d'une installation. Je vais vous présenter aussi beaucoup des données du CHUM. Et au CHUM, comme c'est un établissement avec une mission axée très hospitalière, il y a 3 types d'épisodes comme tels. L'épisode d'urgence, les épisodes d'admis, les épisodes d'externe. Dans d'autres établissements avec des missions beaucoup plus larges, il va nécessairement y avoir d'autres types d'épisodes.
Avant de vous présenter les résultats, je voulais prendre quelques minutes avant de l'oublier pour remercier le CHUM. Là, ils ont été très généreux en nous permettant de présenter des données aujourd'hui. Puis ils nous ont soutenu aussi le CO en termes d'innovation parce que nécessairement, on a à innover. Puis ça a été un soutien là, vraiment extraordinaire de leur part. Alors, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est l'ensemble des épisodes d'urgence au CHUM en 2018-2019. Ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a pris le volume de tous ces épisodes-là, puis on s'est dit, bien, en faisant des regroupements avec des stratégies de statistiques, est-ce qu'on est capable d'isoler la part du volume de certains regroupes d'usagers et la proportion des coûts que ces gens-là ont consommés, proprement dit? Alors, ce qu'on a retrouvé, et c'est assez cohérent avec ce qu'on voit dans la littérature, c'est qu'au niveau de l'urgence, au CHUM, en 2018-2019, environ 27% du volume d'épisodes d'urgence représente environ 79% des coûts. Vous voyez le premier groupe, puis ça, c'est vraiment intéressant pour nous. Et les regroupements qu'on a faits, bien, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un des groupes, la très grande majorité des volumes, bien, on regarde à la ligne 1, pour 72,94% des volumes, on se rend compte que ce regroupe-là consomme 21% des coûts totaux, ce qui représente, vous avez la valeur, là, quand même beaucoup d'argent, et un coût total moyen d'environ 204 $ par épisode. Et ces segmentations-là ont été faites là, en 5 groupes jusqu'à notre 5e groupe, qui est un très petit volume. Un coût total, somme toute, de 2,26 %, mais un coût total moyen de l'épisode d'urgence de 23 391 $. Et ça, j'espère que ça commence à vous faire poser des questions. Nous, ce qu'on essaie de voir avec les équipes CPSS, notamment celle du CHUM, bien, est-ce que vous voulez savoir c'est qui ces patients-là? Sur quel groupe est-ce qu'on devrait mettre nos efforts si on a des objectifs en termes d'optimisation et autres? Alors, c'est le genre de réflexion que peut aider que le CPSS nous aide à faire. Sur l'autre diapositive, vous allez voir, on a fait le même exercice, mais avec les épisodes d'admission. Fait qu'on le sait, au sens de PPM, l'urgence est séparée de l'hospitalisation comme telle, ce qui est un peu bizarre dans le contexte québécois, mais c'est comme la logique là, de la solution informatique. Puis dans le fond, ce qu'on a fait, c'est le même exercice. Puis là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a 20% du volume des épisodes de soins qui représentent 65% des coûts totaux. Ce qui, encore là, nous donne une très grande catégorie avec un volume de 79, près de 80% là, de tous les épisodes d'admis qui ont un coût moyen d'environ 5 647 $. Et à l'opposé, on a un très petit groupe qui ont des coûts moyens assez élevés de 601 575,88 $ selon les estimations qu'on a faites. Fait que le CPSS permet aux établissements d'avoir une vue d'ensemble, puis ensuite de se poser des questions, puis d'amener les équipes tant administratives que cliniques à travailler ensemble pour pouvoir revoir l'ensemble de leur cycle, puis se mettre dans une position d'amélioration continue de leur pratique. Un autre élément qui est intéressant avec le CPSS, et Simon l'a abordé tout à l'heure, c'est qu'on peut utiliser les informations à des fins de comparaison. Vous le savez, la comparaison, c'est un moteur d'amélioration continue incroyable. Et on a comme 2 actifs, grosso modo, pour le permettre. Le portail provincial, qui permet réellement, à l'heure actuelle, à des équipes CPSS de comparer leurs coûts selon différents filtres, et aussi notre communauté de pratique qui, encore là, on travaille beaucoup avec eux pour les amener à voir la comparaison comme quelque chose de positif. Si on parle comparaison, si on parle analyse des résultats de coûts, c'est très important d'avoir une perspective multidisciplinaire, c'est même essentiel. Nous, pour que ça marche, il faut que les gens travaillent en équipe, qu'ils travaillent entre directions, entre expertises, et c'est pas facile. Ça, c'est sûr, mais on essaie beaucoup d'amener les équipes à développer des liens entre les équipes plus administratives et les équipes cliniques. Puis dans l'analyse des résultats du CPSS, c'est essentiel. On est encore dans l'univers des coûts par épisode
de soins. Et là, ce que je voulais vous montrer un peu plus, c'est si on prend un exemple. Par exemple, l'appendicectomie. Bien, un épisode au sens clinique là, du terme d'appendicectomie, c'est probablement quelqu'un qui rentre à l'urgence. Ensuite, il y a une intervention chirurgicale et peut-être qu'après, il y a eu une complication, puis il y a un rendez-vous de suivi. Mais au sens de PPM, cet épisode-là est séparé en 3. Alors, on a notre épisode d'urgence, on a notre épisode d'hospitalisation, puis on a notre épisode de suivi. Puis les coûts que vous allez voir dans quelques minutes là, sont liés à l'épisode d'hospitalisation comme tel, qu'on appelle un épisode admis en langage de PPM, qui sont tous les soins et les services, tests, interventions qui ont été faites de l'entrée, de l'admission dans l'établissement jusqu'à la sortie de l'usager, si on exclut l'urgence. Bon, avant de vous parler de ce graphique-là proprement dit, où est-ce qu'on compare les coûts totaux moyens pour le DRG 225, qui est celui au niveau de l'appendicectomie, par installation, je veux juste rectifier un petit point. Je sais, je vous ai parlé tout à l'heure, puis Simon vous en a parlé aussi, qu'on a des outils interactifs qui sont accessibles, qui sont visuellement intéressants. Puis là, moi, je vous présente un graphique un peu plate. Et je voulais juste vous rassurer pour vous dire, non, on ne cumule pas un cartable avec ces graphiques pour envoyer par la poste aux établissements. Il y a vraiment des outils qui sont utilisés, mais à l'heure actuelle, je vous parlais d'un développement de culture, de mesure et d'évaluation, puis dans le fond, les équipes, puis l'équipe ministérielle sont pas prêts à les partager à l'ensemble du public. Mais très bientôt, là, on va pouvoir répandre la bonne nouvelle. Ceci étant dit, le graphique fait la job pareil. Ce qu'on voit, c'est que chaque point représente le coût moyen total d'une installation. Dans ce graphique-là, il faut savoir qu'en 2018-2019, ça ne regroupe pas l'ensemble des installations et que j'ai exclu aussi les installations avec 30 observations ou moins. Alors, si on regarde, là, la majorité des coûts moyens, si on se fie au point, là, sont autour de 3 000, bon, en montant, jusqu'à environ 5 000. Et celui que j'ai entouré, c'est le CHUM. Si on va dans l'autre diapo, vous allez voir, bien, les données, ce qui nous permettent, c'est on a regardé le coût total moyen. Ce qui est important lorsqu'on se compare, c'est la notion de coût direct. Parce que ce qu'on veut voir en termes d'optimisation, en termes de parcours plus clinique, c'est les activités qui sont un peu plus cliniques. La proportion des coûts de l'administration ou du DG sur l'ensemble des épisodes pour des cliniciens, c'est un petit peu moins intéressant. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ces coûts directs-là, puis ensuite, on les sépare en paniers de coûts. Ce qui veut dire que si on a, par exemple, des écarts importants entre les établissements, on est capable d'aller creuser pour voir est-ce que ces écarts-là viennent du bloc, du labo, de la pharmacie. Mais à l'heure actuelle, comme je vous disais, comme ce n'est pas un actif avec une très grande maturité, on l'utilise beaucoup, cette notion-là, pour faire de la validation. Si, par exemple, pour une intervention chirurgicale, on n'a pas de coût de pharmacie, bien, nécessairement, l'établissement se pose des questions, va voir avec les pilotes de système informatique, puis essaie de voir comment ça se fait qu'il n'y a pas de coût de pharmacie, parce que ce n'est pas en tout cas, je l'espère que ce n'est pas une pratique qui est très répandue, d'avoir une opération chirurgicale sans produit anesthésiant. Le dernier élément sur lequel on met beaucoup d'emphase au CO, c'est d'essayer de mettre en valeur la notion de parcours et trajectoire. Je le sais, je l'utilise un peu comme des synonymes. On ne devrait pas faire ça. C'est des notions différentes lorsqu'on regarde la littérature, mais dans le projet et dans nos discussions, en tout cas, ce n'est pas des notions à lesquelles il y a une définition très claire. Puis surtout au sens de PPM, comme vous l'avez vu, bien, dans le fond, nous, on a différents épisodes et ce qu'on essaie, c'est de les rapprocher ensemble. Pourquoi est-ce qu'on décide de mettre en valeur les parcours et les trajectoires? Ce que ça nous permet de faire, c'est déterminer s'il y a des patterns qui peuvent être documentés. Est-ce que, dans le fond, il y a un groupe d'usagers qui ont sensiblement la même condition, qui reçoivent sensiblement les mêmes services?
Puis ce qu'on essaie beaucoup de l'utiliser, c'est pour comparer avec les bonnes pratiques cliniques. Parce que ce que l'outil nous permet d'avoir, c'est les trajectoires réelles. On ne sait pas, nous, laquelle est optimale, laquelle est la mieux, puis laquelle amène plus de valeur pour l'usager. Un autre élément qu'on fait avec les parcours, les trajectoires, c'est tout analyser les écarts qui sont observés aussi, tant au niveau des composantes cliniques et financières, et aussi ce qu'on aime beaucoup, c'est amener des scénarios pour évaluer l'impact. Si le financement change, si le volume de cas change, si pour une intervention maintenant, on ne fait pas tel test au préalable, on fait tel autre, s'il y a des changements dans l'organisation, dans les pratiques cliniques, s'il y a de l'innovation qu'on intègre là-dedans, puis l'approche de regarder la trajectoire, ça nous aide à effectuer ce type d'analyse. Encore une fois, je voulais juste revenir avec ce graphique-là. Là, on quitte la comparaison des coûts par épisode et on va à une notion de trajectoire. Avec un exemple qui est au niveau de la périnatalité. Dans le fond, comme vous le voyez, si on parle d'une trajectoire / parcours de suivi de grossesse, bien, nécessairement, ça nous amène au premier rendez-vous avec le médecin ou même avant, si on y va d'un point de vue plus hospitalier, avec des traitements de fertilité s'il y a lieu. Et ça se termine, et là, nécessairement, c'est un enjeu pour nous parce que pour pouvoir évaluer une trajectoire, il faut qu'il y ait un début et une fin. Pour les conditions qui nécessitent une hospitalisation, une intervention chirurgicale, ça va bien. Pour les conditions plus chroniques, les maladies chroniques et autres, c'est un enjeu. Puis là-dessus, il reste encore beaucoup de travail à faire pour essayer d'adapter ces notions-là. Alors, mon suivi de grossesse. Si on parle d'une trajectoire, on va voir notre médecin, on a un suivi de 2e trimestre, on fait du diabète gestationnel, bon, travail prématuré, on rentre à l'urgence, il y a une césarienne, une sortie, et ensuite, il y a des complications. Et il y a un autre rendez-vous au niveau de la pesée du nouveau-né. Comme vous le voyez, au point de vue clinique, ça fait beaucoup de sens. Au point de vue de PPM, ce qu'on a, c'est une partie de boîte avec des coûts qui sont associés. Et nous, on doit trouver un moyen de les regrouper ensemble. Ce qu'on essaie de faire, c'est regrouper tous les codes de service ou les services qui sont pertinents à la condition qu'on évalue, mais ce n'est pas toujours facile parce que les gens fréquentent un établissement de santé pour diverses raisons, pour divers problèmes. En termes de coûts, ce que je voulais vous montrer, encore au niveau du CHUM pour 2018-2019, ce qu'on a regardé, c'est le coût des trajectoires pour une cohorte de femmes qui ont accouché, que ce soit de manière vaginale ou par césarienne. On voit une distribution des coûts. Vous voyez sur un des axes, c'est la fréquence, le nombre de trajectoires. Et sur l'axe des X, là, on a le coût de la trajectoire comme tel. On les a séparés dans des catégories là, exclusives, ce qui veut dire que vous voyez en bleu la distribution pour les femmes ayant eu un accouchement vaginal sans comorbidité. En jaune, là, qui vire un peu au brun avec le bleu, on a les femmes qui ont eu une césarienne sans comorbidité. Ensuite, on a les femmes qui avaient un diabète de grossesse, qu'elles aient eu une césarienne ou un accouchement vaginal. Et finalement, comme le CHUM a une responsabilité pour octroyer les soins aux mères qui sont aussi toxicomanes, on les a mis en vert. Ça ne paraît pas beaucoup parce qu'il n'y en a pas énormément. Il faudrait peut-être regrouper des années là, si on voudrait avoir des tendances plus précises, mais vous les voyez. Fait que ça nous amène à pouvoir comparer différents sous-groupes d'une même cohorte. Et cette idée de trajectoire-là est intéressante parce que justement, on peut élargir un petit peu notre perspective d'analyse. Je vais vous donner un autre exemple qui montre encore plus là, la valeur ajoutée de parler en termes de trajectoire ou parcours. C'est que ce qu'on se questionne beaucoup, c'est est-ce qu'il y a des variables quelles sont les variables dans la période prénatale qui ont le plus d'influence sur le coût de l'accouchement comme tel?
Puis ça, on a effectué là, différentes analyses statistiques avec encore là un échantillon du CHUM. C'est sûr que, comme je vous dis, des travaux, on en mène dans d'autres établissements. Aujourd'hui, c'était plus simple de vous montrer les résultats en lien avec le CHUM, mais ça a des implications au niveau de l'analyse d'un parcours et d'une trajectoire. On s'attend à ce qu'au CHUM, comme c'est des grossesses plus à risque, que le parcours soit beaucoup moins long, même si, en réalité, on a eu des femmes, parce qu'en 16-17, il y avait encore une clinique de soins de fertilité qui avait un parcours là, un petit peu plus long comme tel. Mais lorsqu'on a fait cette analyse-là, les résultats qu'on nous a obtenus sont somme toute très intéressants. Alors, quelles caractéristiques ont le plus d'impact? Ce qu'on veut savoir, je vous le rappelle, c'est l'explication du coût de l'épisode de l'accouchement selon le parcours prénatal. La variable qui a le plus, une des variables qui a beaucoup d'importance, puis là, ce n'est pas une surprise pour personne, c'est les coûts qui précèdent l'accouchement. On s'attend à ce que s'il y a eu beaucoup de coûts dans la période prénatale, que la probabilité d'avoir un accouchement plus coûteux soit plus grande. Une autre variable qui nous dit qu'on a fait quand même un bon travail au niveau statistique, c'est les anomalies connues ou présumées des organes pelviens. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est assez intuitif. Une variable qui est ressortie, puis on n'était pas surpris, mais c'est vraiment important, c'est la parité. Dans notre cohorte, les femmes qui étaient à leur premier enfant avaient significativement des coûts de l'accouchement plus élevés que celles qui étaient à leur deuxième, à leur troisième, et ainsi de suite. Puis ça, c'est quelque chose qui fait du sens, mais qui est très intéressant là, à mettre en lumière. Ensuite, on avait anomalie du liquide amniotique et des membranes. L'âge est ressorti aussi, plus de 35 ans. Comme étant une caractéristique qui a de l'impact. Et aussi le quintile de défavorisation sociale. Ça aussi, c'est important. Dans le cadre d'un stage, une de nos stagiaires a mené des travaux pour essayer de voir l'impact de la défavorisation sur l'utilisation des soins et des services et aussi sur les coûts. Puis c'est un facteur qui est souvent sous-estimé, mais qui, pour le CHUM, a même montré là, un effet, somme toute, significatif là, au niveau de la défavorisation sociale. Ça fait, je vous ai présenté quelques exemples. J'ai très hâte de passer à la période de questions. Mais en terminant, là, je voulais vous dire, ceux qui travaillent dans un établissement de santé, n'hésitez pas à contacter vos équipes CPSS locales. C'est eux qui développent l'expertise. Puis c'est sûr que là, avec le COVID, tout le monde est hyper sollicité, mais je pense qu'ils vont être contents d'entendre de vos nouvelles puis d'avoir de vos idées sur comment on peut bien exploiter les données. Je vous invite aussi à toujours ne pas oublier qu'il faut valoriser une approche multidisciplinaire dans l'analyse des résultats de coûts. C'est très exigeant, mais avec des données aussi riches que le CPSS, c'est essentiel. Aussi, je vous ai dit, on a des outils interactifs qui sont en développement, qui sont en déploiement. Bientôt, j'imagine qu'on va répandre la bonne nouvelle, alors un peu de patience. Puis si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter, Simon ou moi, ou contacter le CO. Ça va nous faire plaisir d'entendre vos idées, vos réactions par rapport à la proposition pour aller un peu plus loin. Puis en passant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est aussi un milieu de stage. Fait que si vous êtes actuellement aux études, que le projet CPSS, vous trouvez « wow, c'est un beau projet, ça a l'air d'être une belle équipe », n'hésitez pas à nous en faire part parce que dans nos différents pôles d'expertise, on a plusieurs opportunités de stage qui pourraient se développer. Alors, je vous remercie beaucoup. Puis, Simon, est-ce que tu veux faire le mot de la fin? Oui, en fait, j'ai aussi noté qu'on faisait beaucoup référence à l'application PPM, hein, puis on n'avait pas spécifié exactement c'était quoi. PPM, c'est l'application comme telle qui a été acquise dans le cadre de l'appel d'offres et qui permet d'opérationnaliser le CPSS comme tel. Alors, c'est une solution qui a été acquise, qui a été développée par une entreprise australienne, d'origine australienne, Power Health Solutions, qui a mené le déploiement. Et puis, alors, le PPM, quand on fait référence à cet acronyme, c'est l'application comme telle qui permet de faire la reconstitution des épisodes de soins et le calcul de coûts par épisode. Alors, merci beaucoup, Catherine. J'espère que vous avez trouvé ça bien intéressant comme présentation et que je vois que la zone de clavardage s'est allumée plusieurs fois là, pendant la présentation. Alors, je soupçonne qu'il y a plusieurs questions. Alors, peut-être qu'on peut passer directement à cette portion-là
du séminaire? Oui, tout à fait. Merci énormément pour cette présentation. Effectivement, il y a plusieurs questions pendant que vous parliez. Alors, je vais y aller d'emblée dans l'ordre où elles ont été posées. Éventuellement aussi, si des gens souhaitaient lever la main pour introduire une question avec micro et vidéo, ils pourront le faire. Je précise par contre qu'il y a presque une dizaine de questions déjà qui nous attendent. Alors, je vais d'emblée. Madame Leclerc demandait comment les coûts exclus sont-ils reconsidérés dans l'analyse pour avoir une idée claire de l'ensemble des frais des partenaires et des parties prenantes d'un parcours de soins? Bien, en fait, pour être bien honnête, à ce moment-ci, ce n'est pas dans la portée des analyses qu'on fait. On s'en tient vraiment au budget de fonctionnement qui est réparti sur les épisodes de soins, dans l'utilisation de la donnée qui est présente dans la base de données comme telle. Évidemment, quelqu'un préfère une extraction des coûts qui sont dans la portée, ajouter de l'information pour augmenter le périmètre d'analyse. Mais pour l'instant, dans ce qui est opérationnalisé annuellement par les équipes locales dans l'établissement, ce ne sont que les coûts de fonctionnement des établissements de santé. Éventuellement, si les pratiques comptables du réseau venaient à évoluer et puis que la gestion des dépenses d'immobilisation et des dépenses de fonctionnement venait à être traitée différemment, le périmètre financier de ce qui est inclus pourrait être plus large. Mais actuellement, c'est vraiment les coûts de fonctionnement qui sont dans la portée actuelle de ce qui est disponible. Je laisse un temps si jamais Mme Gervais souhaitait ajouter quelque chose. Donc, on va y aller avec la question suivante. Monsieur Léveillé demandait à la fin, ou Mme Léveillé, est-ce qu'il est possible d'identifier certains coûts particuliers, par exemple des charges de produits sanguins? Tout à fait. Je vais répondre avec l'exemple que vous avez mentionné, mais une transfusion sanguine serait considérée comme un service au sens de nos définitions internes au projet. Alors, on pourrait voir dans un épisode de patient qui est hospitalisé, on va trouver un service avec une transfusion sanguine, par exemple, qui aura un coût unitaire, et puis l'ensemble du coût de l'épisode comprendra cette information-là. Si on veut exploiter l'information, on peut aller voir dans un épisode de soins d'hospitalisation d'un patient, on peut trouver la liste de l'ensemble des services et puis il y aura un enregistrement qui correspondra au produit sanguin qui a été donné au patient. Et puis, on aura la dépense, le coût unitaire de ce service spécifiquement-là et puis finalement, le coût global de l'épisode au complet. Alors, on peut aller forer pour trouver le coût de chacun des services et en lien avec votre exemple, les produits sanguins en feront partie. Un élément qui est important à rajouter, c'est que oui, ça reste un système administratif. Notre objectif, c'est de répartir de manière la plus précise possible les dépenses de l'établissement pour chacun des services qu'elle octroie. Ce qui veut dire que oui, on est capable d'identifier qu'un usager ou qu'une cohorte d'usagers ont eu tel test de laboratoire avec le code de service comme Simon le mentionnait, mais on n'a pas le résultat comme tel. C'est une décision qui a été prise au départ, puis c'est important de le mentionner. On sait qu'on est dans une perspective, oui, financière, c'est le fun d'avoir les coûts, mais ce qui est encore plus important, c'est d'avoir le gain pour l'usager pour chacune de ces interventions-là. Mais à l'heure actuelle, ce qui a été priorisé en termes de variables, et il y en a une multitude déjà, c'est justement ce qui est pertinent pour nous aider à mieux répartir les coûts. Et qu'un test de laboratoire, bien que le résultat va influencer peut-être le coût de la trajectoire comme tel, il n'influencera pas le coût de produire ou non ce test-là. Ce n'est pas des informations qu'on retrouve beaucoup dans le CPSS. Merci. Je veux juste vous informer si j'avais une question à laquelle vous avez déjà en partie répondu par la présentation. Je vous la pose quand même pour qu'éventuellement, si vous souhaitiez faire des ajouts ou quoi que ce soit, je vous laisse en juger. Donc, je poursuis. Est-ce que le CPSS a pour objectif d'attribuer les budgets hospitaliers en fonction de la trajectoire des patients? En fait, oui, dans le sens où, pour l'instant, il y a la mécanique de fonctionnement de PPM, il y a un découpage de coûts par service, coûts par épisode. Ça, c'est ce qui est généré naturellement et c'est l'arrimage qui est fait au niveau de la liaison des services aux patients et de la construction des épisodes de soins. Ce que Catherine mentionnait tantôt au niveau d'une perspective plus large où on a pour chacun des patients, on voit l'ensemble des épisodes de soins qui ont été dispensés dans l'année. Donc, il reste une analyse avec un regard plus clinique qui permet après ça de faire les bons liens entre les différents épisodes pour voir qu'est-ce qui
qu'est-ce qui a attrait à une problématique de santé précise, de ce qui peut avoir un lien avec complètement autre chose. Alors, si une patiente, par exemple, dans la périnatalité, comme Catherine le mentionnait tantôt, a une prise en charge de grossesse, mais a aussi une appendicectomie ou un accident de voiture en même temps, bien, il va y avoir d'autres épisodes de soins qui vont apparaître dans le système en lien avec cette prise en charge-là. Alors, ça prend un regard clinique ou une analyse plus statistique pour venir voir qu'est-ce qui est pertinent dans le regroupement des épisodes ensemble dans une vraie trajectoire d'une prise en charge versus les autres épisodes de soins qui peuvent être liés à une autre problématique de santé ou un autre épisode ou une autre maladie comme telle. Oui, c'est pour compléter. Dans le fond, le système nous permet d'avoir un portrait de l'utilisation réelle des soins et des services au courant d'une année ou de plusieurs années, lorsqu'on va avoir plusieurs années de CPSS là, dans les bases de données. Mais on n'est pas dans une logique d'être capable d'identifier lequel de ces parcours, de cette trajectoire-là est meilleure que l'autre. Ce qu'on peut faire, c'est seulement documenter qu'il y en a beaucoup, des fois, même pour une même condition, ce qui peut en surprendre plusieurs. Ceci étant dit, c'est un système qui a quand même été déployé. Il y a eu beaucoup d'investissements et d'énergie qui est mis au ministère de la Santé pour justement pouvoir utiliser ces informations-là à court terme pour revoir le financement des établissements de santé et de services sociaux. C'est sûr qu'on n'est pas encore dans une perspective d'allocation des ressources, puis ce n'est pas notre rôle au CO de l'être non plus, mais c'est quelque chose là, qui va probablement se développer au cours des prochains mois, des prochaines années. Est-ce que la fin du calcul de trajectoire pourra se faire éventuellement sur plusieurs années? Par exemple, pour les valves cardiaques pour lesquelles il va y avoir des réinterventions dans les 5-20 prochaines années. Est-ce que c'est quelque chose qui va être possible de calculer sur une plus longue... Bien, là, on a des données à partir de 2016-2017. L'année la plus récente, là, selon les établissements, là, en tout cas, probablement qu'en 2021 va être 19-20. On est limité à ce paramètre-là de 5 années à l'heure actuelle. Si dans le futur, on le développe, nécessairement, on va pouvoir considérer des trajectoires beaucoup plus longues, mais c'est l'objectif aussi. C'est une trajectoire, ça doit tout de même avoir un début et une fin, mais si les conséquences d'une intervention peuvent se retrouver plusieurs mois ou même des années après l'intervention comme telle, bien, notre objectif, c'est que ce soit le plus logique possible, qu'on puisse le suivre là, lorsque les données vont être disponibles. La prochaine question est un peu plus longue. Donc, dans votre exemple sur l'appendicectomie, vous avez présenté 3 sites dans le parcours de soins cliniques, mais avez présenté que le parcours de soins admis ou l'hospitalisation du PPM. Est-ce que le système permet facilement de jumeler les parcours de soins urgence, visite de suivi à celui admis, et si ceux-ci ont lieu dans le même site? Et il ajoute advenant que le parcours clinique implique plusieurs hôpitaux. Donc, les transferts dans un centre régional vers un centre hospitalier, universitaire et vice-versa. Est-ce que c'est facile de jumeler des parcours de soins PPM, des cibles multiples? Le jumelage, c'est l'enjeu qu'on a, c'est au niveau d'un identifiant comme tel. À l'heure actuelle, on utilise des numéros de dossier d'usager pour créer comme proxy d'un usager comme tel. Mais au niveau de l'informatisation du réseau, ce n'est pas toutes les régions, ce n'est pas tous les établissements qui ont un seul numéro d'usager. Fait que ça se peut quand les installations, il y ait différents numéros d'usagers et que ce soit considéré comme différents usagers comme tels. Fait qu'à l'heure actuelle, à cause que c'est un nouveau système, c'est les enjeux qu'on connaît, on est en recherche de solutions, mais ça peut limiter la possibilité d'avoir les parcours entre les installations. Par rapport à votre autre question, oui, ça pourrait être relativement facile de jumeler notamment des épisodes d'urgence avec d'admission. C'est plus représentatif de ce qu'on voit au Québec aussi, là, parce que dans le fond, il y a comme une date assez proche entre la fin de l'épisode d'urgence et le début de l'autre épisode. Mais c'est aussi de voir comment est-ce qu'on intègre à cette réflexion-là, pas seulement des dates et des heures, mais aussi un volet clinique. Pour quelles conditions est-ce qu'on devrait faire ça? Pour quelles est-ce qu'on ne devrait pas le faire? Puis ça, c'est tout un champ là, qui reste à développer.
Avec les prochaines questions, on voit qu'il y a un intérêt pour les données et le CPSS. Donc, 4 questions assez techniques en rafale. D'abord, est-ce que c'est possible de demander au CPSS une analyse sur une trajectoire en particulier? OK, je vous laisse répondre. Je vous laisse répondre, je vais faire les suivantes par après. Qu'est-ce que vous voulez dire dans le fond? Est-ce qu'il y a comme un guichet unique là, où est-ce qu'on peut poser nos questions? Pas vraiment. C'est une expertise qui est développée pour dans les équipes CPSS. C'est pas tout le monde qui est rendu à utiliser ou modéliser des trajectoires. Nous, au CO, on a développé un pôle d'expertise avec des gens qui ont été formés pour faire ces analyses statistiques-là qui sont un peu plus compliquées. Ce n'est pas le cas dans tous les établissements, mais notre objectif, c'est qu'on travaille beaucoup avec des outils open source pour justement, si on développe quelque chose, on peut le rendre disponible à l'ensemble de la communauté. Ceci étant dit, si vous avez des bonnes idées, n'hésitez pas à en parler à votre équipe, si vous êtes en établissement, à votre équipe CPSS locale. Si elle a des besoins analytiques plus poussés, elle va nous contacter, puis on va probablement peut-être pouvoir là, faire un bout de chemin avec vous pour vous aider à documenter une trajectoire précise ou une condition précise. À l'heure actuelle, là, on est en train de raffiner notre approche analytique au niveau de l'analyse des parcours et des trajectoires, en intégrant des volets de machine learning probablement aussi pour que ça soit beaucoup plus rapide à faire parce qu'il y a il y a comme trop d'informations à gérer à l'heure actuelle, mais je vous invite à en parler à votre équipe locale, puis ensuite à faire le lien avec nous. Puis si vous n'êtes pas en établissement comme tel, là, vous pouvez nous partager vos bonnes idées, là, puis on regardera s'il y a déjà des projets qui sont en cours ou si on peut vous mettre en lien là, avec les bonnes personnes. Je ne sais pas si Simon, tu voulais rajouter quelque chose? Ben là, tu as un élément qui est souvent le point de départ ou la clé pour l'analyse par trajectoire, c'est de capable d'identifier une cohorte de patients qui ont des caractéristiques de santé ou des problématiques de santé homogènes. Donc, on sait qu'avec les systèmes de codification aux archives, il y a la création de DRG qui nous permettent de regrouper des patients par catégorie, par la suite prendre tous les patients qui ont ce DRG-là, puis les regrouper ensemble, puis voir la trajectoire que ces patients ont à travers les différents épisodes de prise en charge, que ce soit en urgence, en hospitalier, en hors CH ou autre, en réadaptation, ou toutes les installations possibles. Alors, de créer des cohortes de patients et de les suivre par la suite de façon longitudinale, c'est une des méthodes qui a été assez porteuse de succès de notre côté, là. Mais ce que Simon mentionne, ça amène un enjeu, c'est que c'est beaucoup plus facile de créer une cohorte de patients et de les suivre s'il y a un moment dans la trajectoire qui est lié à une hospitalisation ou à une intervention. Je vous ai parlé un petit peu trop brièvement du fait que pour les conditions chroniques, ce n'est pas quelque chose de clair, mais encore là, quelqu'un qui a des services en externe, qui a des services dans d'autres missions qu'au niveau CH, ce n'est pas toujours possible d'avoir une clé qui va nous permettre d'identifier, OK, cette personne, elle est traitée pour telle chose. Alors, dans tout ce qui est hors CH, on a quand même beaucoup de travail à faire pour raffiner nos approches, puis pouvoir créer des cohortes, puis faire des analyses de parcours ou de trajectoire. Vous avez en partie répondu aux questions suivantes. Là, une personne demandait, si je comprends bien, il y a des équipes CPSS dans tous les établissements. Une autre personne demandait, avez-vous un répertoire de répondants CPSS dans les établissements et qui est autorisé à faire une demande au CPSS? Est-ce qu'il y avait quelque chose à ajouter à ce sujet-là? Ben oui, évidemment, de notre côté, on a la liste des gens responsables du CPSS pour chacun des établissements. Pour ce qui est de l'autorisation au niveau des demandes, c'est chaque équipe CPSS est maître d'œuvre de la gestion de l'actif au sein de leur établissement. Alors, évidemment, il y a une gestion de l'accès à l'information qui est de l'information clinique sensible qui doit être prise en compte dans la façon dont l'information est diffusée à l'intérieur de l'établissement. Mais toute personne clinique ou gestionnaire et évidemment, là, un client potentiel pour l'équipe CPSS qui peut être amené à collaborer avec eux pour sortir de l'information pour multiples besoins possibles. Alors, les clients potentiels sont l'ensemble des intervenants cliniques, administratifs ou autres dans un établissement de santé qui souhaitent utiliser l'information générée par le CPSS là, pour de l'aide à la prise de décision, générer des tableaux de bord, orienter des décisions de projet ou autres. Toutes les utilisations possibles sont intéressantes. Puis, c'est vraiment géré là, par établissement. L'établissement est autonome dans l'exploitation et le mode de diffusion et de l'accès de l'information à l'intérieur de l'établissement comme tel.
Ça amène à la question suivante qui demandait, avez-vous dans votre équipe des personnes responsables de la mobilisation et du transfert des connaissances pour soutenir le RSSS? Oui, tout à fait. On en a parlé un petit peu au début avec la présentation de l'équipe. On a deux ressources qui sont responsables de la communauté de pratique du CPSS. C'est une communauté de pratique qui vise à rassembler tous les intervenants, que ce soit des gens qui ont un profil davantage comptabilité, finance, archives, experts de contenu, des gens plus en exploitation de l'information, tout ça. Alors, on vise à apporter un soutien, à créer une synergie entre les différentes expertises des établissements, donner de la formation. On a un forum qui permet aux établissements d'échanger entre eux. On a des webinaires de formation qui sont déposés sur une plateforme web de la communauté de pratique. On donne de la formation en continu. On a des activités périodiquement avec des conférenciers invités, tout ça. Alors, on a une communauté de pratique qui est très active. Évidemment, au sein de chaque établissement, c'est un noyau relativement restreint de personnes qui est responsable de piloter l'application. Alors, on voulait s'assurer qu'on ait une progression en tant que réseau dans le développement de l'expertise, de la compréhension autant de l'application que son utilisation éventuelle. Alors, la communauté de pratique est vraiment au centre là, de ce soutien-là et de la formation en continu là, qui vise à développer les compétences et à maintenir l'expertise dans le réseau là, à ce niveau-là. Deux questions sur les données. Donc, une question qui demande bonjour, utilisez-vous des données qualitatives pour appuyer les données statistiques? Et une autre personne qui demande du côté des données quantitatives, est-ce que les données médicaux sont prises en compte? Oui, les données médicaux sont prises en compte. Là. Ça, il n'y a pas de souci. Là. Il y a une bonne partie là, des informations de cette base de données-là là, qui est intégrée au système à l'heure actuelle. Pour ce qui est des données qualitatives, c'est un nouvel actif. Alors, on a beaucoup penché sur l'utilisation avec des analyses statistiques et plus quantitatives. Mais ceci étant dit, dans les équipes, c'est quelque chose, on connecte l'avantage d'avoir des méthodes plus mixtes là, qui combinent le quantitatif et le qualitatif. C'est là qu'on arrive à avoir un portrait là, qui fait du sens pour tout le monde, mais nécessairement, il y a des possibilités à développer de ce côté-là. Donc, une question sur l'analyse des données. Est-ce que ce sera éventuellement possible d'appliquer le TDABC, donc le Time Driven Activity Based Costing, pour aussi inclure les coûts de la proportion des ressources qui sont utilisées en fonction du temps? On donne par exemple 30 minutes de temps infirmière, 6 heures de lit d'hôpital, 2 heures de salle d'opération. Et à l'heure actuelle, on vous parlait de la méthodologie d'ABC, mais c'est quelque chose qui est fait. On considère, on répartit les coûts selon une logique d'inducteur, puis des fois, bien, on a la durée. La personne qui a passé 6 heures aux soins intensifs, on le sait, alors on peut répartir les coûts selon ces 6 heures-là. On ne va pas aussi loin que dans le pur et dur là, de cette approche-là là, qui est beaucoup poussée. Je pense pour deux volets, mais c'est plus mes hypothèses, là, puis je vais laisser Simon continuer. Le premier, c'est qu'on a déjà fait un énorme bout de chemin là, en passant de ce qu'on avait avant au CPSS. Fait qu'on a déjà une très bonne idée de nos coûts. Puis aussi, il y a tout l'aspect des investissements que ça nécessiterait pour pouvoir calculer le temps que chaque infirmière, par exemple, va passer au chevet d'un patient, puis avoir des mesures là, de temps pour l'ensemble du parcours comme tel. C'est un investissement qui serait très, très élevé. Nous, on essaie de partir des données qui sont disponibles. Puis en termes de gain de précision que ça nous apporterait, est-ce que c'est vraiment ça nous apporterait beaucoup de valeur ajoutée? Nous, on pense à l'heure actuelle que le système nous apporte à l'heure actuelle peut-être une précision de 70-80 des coûts. Est-ce qu'aller chercher quelques pourcentages de plus en investissement énormément, ça vaut la peine à l'heure actuelle? J'en suis pas sûre. Toi, Simon, t'en penses quoi? Tout à fait, c'est une bonne réponse. Puis la clé là-dedans, c'est aussi à comprendre quelle information est disponible pour appliquer une méthodologie de calcul de coût qui serait aussi détaillée que ça. On se base sur les données qui sont disponibles dans les bases de données des systèmes clinico-administratifs et souvent, on n'a pas de notion ou d'information qui reflète le temps et mouvement ou la durée ou l'intensité exacte de prise en charge d'un patient. Alors, on va chercher des variables qui nous donnent une proxy de ça. Mais dans la plupart des systèmes d'information, on arrive à découper l'activité
ou un soin ou un service en différentes activités qui auront chacun leur inducteur de coût qui va refléter la variation d'intensité de consommation de ressources en fonction de la complexité de prise en charge du patient. Mais on a relativement peu d'informations qui nous donnent le temps réel dispensé par une ressource humaine au chevet d'un patient précisément. Donc, des analyses de temps-mouvement en continu qui permettraient de savoir que on a eu tant de minutes de soins infirmiers sur tel étage de soins. Ou, ce détail d'information-là n'est pas disponible dans la majorité des systèmes d'information. Alors, on trouve des variables autres qui nous donnent qui reflètent cette variation-là dans l'intensité de la prise en charge. Relativement précisément, dépendamment des domaines d'activité, il y a des domaines où on a énormément d'informations très précises, où on peut aller très loin. Il y a des domaines où le système d'information n'est pas conçu dans cette optique-là. La donnée est plus limitée pour nous permettre d'avoir un coût unitaire qui est extrêmement précis par patient. Alors, on ne va pas vraiment dans le time-driven, activity-based costing dans la majorité des secteurs, ou en fait dans la totalité des secteurs, mais on se rapproche quand même d'une méthodologie qui génère un calcul de coût assez précis pour être utile à la prise de décision, malgré qu'on ne va pas aussi loin là, que cette approche-là. Il y a énormément de questions. Je vois déjà que le temps file, mais il nous en reste quelques-unes en liste. Donc, je vais vous les poser, puis il est presque 13 heures. Alors, on va essayer de tout dépasser rapidement. Est-ce que les ressources du CPSS peuvent être utilisées dans le cadre d'une étude clinique en recherche? Tout à fait. Il n'y a pas de limite à l'utilisation de ça. Il s'agit de contacter votre équipe CPSS locale, de voir avec eux quelle information vous serait utile. Ils vont vous présenter l'information qui est disponible. C'est quoi les limites ou les biais qu'on connaît en fonction de l'utilisation que vous voulez en faire. Et puis, à ce moment-là, ils peuvent faire une extraction de la base de données. Ça, c'est des éléments pour lesquels on a une équipe qui est en soutien aussi aux équipes locales. Alors, s'ils ont de la difficulté à monter la bonne requête pour sortir l'information disponible, les gens sont toujours invités à nous contacter, le CO, travailler avec l'établissement local pour monter la requête qui permettra de générer l'information en fonction de vos besoins. Puis par la suite, nous, à travers la communauté de pratique, on rend disponible l'ensemble des requêtes qu'on développe pour pas que chaque établissement ait à se reposer les mêmes questions. Alors, une fois qu'on travaille avec un établissement pour monter une requête qui permettra de répondre à un besoin bien spécifique, on le rend disponible là, à l'ensemble des établissements qui pourraient être intéressés à faire l'équivalent. Une question sur les données. Est-ce que le calcul des moyennes exclut les valeurs aberrantes ou les extrêmes? Dans ce que je vous ai montré, là, je vous ai montré les données les plus brutes possibles. On n'a pas fait d'ajustement. On a exclu là, les installations où est-ce qu'il y avait d'autres, qui avaient moins de 30 observations. C'est un peu la logique aussi de système, c'est d'avoir les coûts réels. Si on a une valeur extrême, ça se peut qu'il y ait un usager qui ait des conditions qui fassent que c'est correct, qu'on lui ait donné autant d'attention que ça. Ce qu'on essaie de regarder à l'heure actuelle, c'est les extrêmes qui sont en lien avec des anomalies plus de système. Si, par exemple, on se retrouve avec un usager qui aurait comme, je ne sais pas, 3 000 $ de coût de pharmacie pour une intervention banale, là, on va plus se dire, ouais, là, il y a quelque chose parce que ça doit être en lien avec quelque chose qui ne s'est pas bien fait dans le processus d'acheminement des données. Puis là, on va travailler, mais à l'heure actuelle, on n'exclut pas beaucoup de choses, mais c'est sûr que lorsque ces données-là vont être utilisées à des fins d'analyse, de prise de décision, c'est nécessairement, il va y avoir des ajustements là, de ce type. Deux grandes questions. Je pose la première. Est-ce qu'il semble que, en fait, puisqu'il semble que le CPSS pourrait devenir une mécanique de financement des établissements, comment analysez-vous la volonté de certains pays, dont la France, d'abandonner le financement à l'activité du fait que ces risques inflationnistes et son influence négative sur la qualité des services? Oui, donc c'est ça. Comment vous évaluez le positionnement et les stratégies de certains pays qui semblent se reculer? Nous, notre rôle avec le CPSS, c'est quelqu'un qui a son micro ouvert. Nous, notre rôle au COCPSS, c'est d'aider les établissements à utiliser les coûts, puis d'avoir une bonne idée de comment on utilise leurs coûts réels pour prendre des meilleures décisions. Le financement, c'est quelque chose qui est important aussi. Le ministère travaille très fort pour revoir ses modèles de financement, puis d'amener ça dans une perspective là,
beaucoup, beaucoup plus intéressantes pour soutenir des objectifs de pertinence et compagnie. C'est une réflexion qui leur est propre. À l'heure actuelle, nous, on les soutient beaucoup, les établissements, pour avoir les coûts les plus représentatifs de la réalité. Puis ensuite, nécessairement, s'il y a des changements au niveau de l'allocation des ressources, si le ministère veut utiliser les données du CPSS, c'est juste qui sont assez précises et intéressantes là, pour revoir les approches de financement, c'est leur responsabilité. Je ne sais pas si tu veux compléter, Simon? Oui, exact. Effectivement, il y a un lien entre les deux initiatives, mais la portion dont nous sommes responsables au CPSS, c'est vraiment la calcul du coût unitaire, le calcul du coût réel de la prise en charge des patients. Alors, c'est une information qui peut, après ça, être utilisée, comme Catherine le disait, dans les travaux de développement de modèles de financement, mais ce n'est pas quelque chose qui est dans la portée de notre responsabilité. Alors, on ne s'avancera pas sur le détail de la réponse de votre question, si vous le permettez. Donc, une autre question qui implique beaucoup de réflexion. Comment pensez-vous faire les regroupements pour les spécialités cliniques où les comorbidités sont plus importantes, notamment, par exemple, en santé mentale, en dépendance? Bien, c'est super intéressant. On a eu la chance d'avoir un de nos employés qui a fait des travaux là, très poussés au niveau de l'analyse des comorbidités puis l'utilisation d'un indice de comorbidité. Il a produit des analyses en lien avec les patients du CHUM, où est-ce qu'on est allé regarder plus au niveau volet santé physique. Est-ce que l'indice de comorbidité permettait de prédire, entre parenthèses, ou nous montrait que les gens avec un indice plus élevé avaient une utilisation des ressources plus grande pour une même condition. On a commencé à le faire. C'est sûr que là, au niveau de la santé mentale, c'est une autre approche. On aimerait beaucoup mener des travaux là-dessus, mais pour qu'on mène des travaux, nous, on ne fait pas de la recherche, il faut que ça réponde à un besoin de l'établissement très opérationnel. Si on a un établissement qui nous dit, regardez, on voudrait voir l'impact des comorbidités sur le traitement ou telle trajectoire de soins et services en santé mentale, ça va nous faire plaisir de l'appuyer puis de développer ce genre d'outils. Mais comme vous semblez connaître la chose, bien, nécessairement, c'est quelque chose d'important lorsqu'on analyse des résultats, là, de pouvoir prendre en compte les comorbidités associées. On va y aller avec une dernière question. Pour le restant, si les gens ont des questions, là, on va les acheminer directement au présentateur. Donc, dernière question, est-ce que vos clients peuvent aussi être des entreprises médicales qui cherchent, par exemple, à mieux comprendre l'impact de l'utilisation de leurs produits? Bien, en fait, nous, nos clients au CPSS sont les établissements de santé et le ministère de la Santé à proprement parler. Les établissements sont propriétaires et sont responsables de la gestion de l'information clinique là, qui est générée par la prise en charge de leurs patients. Alors, au CO, on ne diffuse aucune information d'un établissement et on n'y a pas accès de toute façon, à moins que l'établissement nous demande de les aider pour une portion des travaux de leur côté. Alors, nous, on ne diffuse pas d'informations cliniques là, à qui que ce soit en dehors de l'information à partir de l'établissement reste stockée dans l'infrastructure technologique des établissements en tant que tel. Et puis, nous ne faisons pas circuler aucune information là, d'aucune façon de notre côté au CPSS. Je vous remercie. Donc, mis à part ces questions, beaucoup de bons commentaires dans la boîte de dialogue que je vais vous transmettre. Là, je laisse Denis conclure cette belle présentation. Merci beaucoup. Ça a été très intéressant, mais étant donné que je conclue, j'ai le privilège de poser une question. Et j'aimerais bien comprendre, vous avez présenté un modèle dans lequel il y avait 4 ou 5 déterminants des coûts d'accouchement. Et j'aimerais comprendre quelle est la variance expliquée de ces 4 ou 5 déterminants. Et est-ce que la partie non expliquée par ces déterminants pourrait être modélisée à partir des pratiques de gestion, des pratiques cliniques qui permettraient de mieux comprendre finalement la différenciation des coûts entre les établissements, par exemple? Wow! C'est une bonne question. Je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'on a comme plusieurs minutes pour y répondre? Rapide comme ça, je ne pense pas que je puisse vous donner la réponse. Ça va faire l'objet d'un webinaire pour notre communauté de pratique, les résultats de ces travaux-là. Ceux qui sont intéressés à l'avoir ou peut-être qu'on pourrait trouver un moyen de partager ou d'avoir un échange là, avec la communauté du HEC là, sur ces résultats-là comme tels. Ça nous ferait plaisir là, de le partager avec vous. Fait que je suis vraiment désolée de ma réponse un peu plate, mais je vous inviterais à peut-être qu'on puisse développer d'autres activités avec vous pour aller en profondeur puis répondre à votre question là, de manière
puis de pouvoir en discuter parce que, tu sais, comme en santé, on travaille sur des trucs qui peuvent être simples, mais aussi compliqués. Puis dans ce cas-là, je voudrais vraiment pas prendre trop de raccourcis en essayant de vous répondre en 30 secondes. Là. Merci. Donc, merci beaucoup. C'était très intéressant. Les commentaires que je reçois sont très positifs. C'est une première expérience 100% virtuelle, donc j'espère que ça a quand même répondu aux attentes des gens. Ne manquez pas notre prochaine rencontre, le prochain séminaire du pôle jeudi le 5 novembre. Nous allons avoir la chance d'avoir un représentant de l'Université de Tours en France qui va venir nous parler de la santé des cadres. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que les gestionnaires et les cadres intermédiaires en ce moment vivent des situations un peu complexes. Et donc, il va venir nous présenter un peu comment, à partir d'une expérience en France, comment ils ont étudié la santé des cadres via l'approche du paradoxe. Donc, je pense que ça va être assez intéressant de voir de l'autre côté de l'Atlantique comment les cadres réagissent face au stress et à l'épuisement auquel on est confronté ici là, au Québec et au Canada. Donc, merci beaucoup. Et à la prochaine.